Moi, je présente. Ah, ok, c'est l'œil Sahel. Non, non, non. Ah, ok. Alors, chers amis, mesdames et messieurs les conférenciers, j'invite ceux qui ne sont pas encore assis à le faire. J'invite très amicalement ceux qui ne sont pas encore assis à le faire. J'ai le plaisir de présider ce panel-là sur les médias et le terrorisme, qui est un panel intéressant, et je suis très honoré d'avoir la chance de présider ce panel, étant moi-même journaliste et ayant beaucoup travaillé sur les questions de terrorisme. Mais je voudrais simplement souligner que j'avais été présenté comme RFI dans la présentation. J'interviens régulièrement sur RFI. Je vais intervenir d'ailleurs dans quelques jours, mais je ne suis pas de RFI, je suis de l'Université de Valenciennes et je suis un journaliste indépendant et un écrivain. Donc, pour ce panel d'une problématique très intéressante qui pose le problème du rapport entre le journalisme et le média, j'ai le plaisir d'accueillir des panélistes de très haut niveau. Je vais les présenter les uns après les autres. Ici, en présentiel, nous avons Madame Dorothée Béatrice Ndoumbé, qui est de l'Université de Yaoundé, qui est professeure de journalisme à l'École supérieure de sciences et de l'information, de sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université de Yaoundé 2, qui va nous faire une communication sur l'œil du Sahel, comme vous savez, qui est le grand média du nord-ouest du Cameroun qui traite de cette actualité. Donc, je vais lui donner la parole pour une présentation de 15 minutes. Après, nous allons écouter en virtuel les autres présentations avant d'engager nos discussions. Sur ce mot introductif, je donne la parole à Madame Dorothée pour qu'elle nous fasse l'économie de sa communication en 15 minutes. Merci de me passer la parole. Alors, en guise d'introduction, je voudrais souligner que le samedi 24 et mardi 27 juillet 2021, le Cameroun a connu deux attaques de la secte Boko Haram qui a semblé à ce moment-là se régénérer après le décès de son leader, Aboubacar Shekau. Et ces actes de violence qui ont remis en lumière le groupe terroriste et qui l'ont donc remis sur la scène en l'imposant dans l'agenda des médias. Et compte tenu de ce que les travaux sur la secte terroriste ont surtout porté sur le plan sécuritaire, il nous a semblé important d'aborder également la question du journalisme et le terrorisme sur le secteur des sciences, des techniques de l'information et de la communication. Alors, plus concrètement, l'enjeu ici est l'analyse de la couverture médiatique du phénomène Boko Haram et ses répercussions et ses croyances sur les populations à travers les images et les discours que véhiculent les médias. Donc, l'objectif est d'examiner la construction médiatique. L'objectif, je crois que ça va aller. L'objectif est donc d'examiner la construction médiatique du terrorisme et le rôle des médias dans la fabrique des représentations du phénomène Boko Haram au Cameroun. Il s'agit, alors cet objectif nous a permis de nous questionner autour de bâtir notre raisonnement autour des questions suivantes. Quelles sont les modalités discursives de l'œil du Sahel dans le compte rendu des questions terroristes? Quels sont les rapports qui existent entre les unes et les contenus médiatiques? Et comment parler du terrorisme sans risquer de banaliser la fabrique tout en contribuant à son éradication? Alors, nous avons bâti notre cadre théorique et méthodologique autour de deux grands domaines de recherche que sont l'analyse de contenu et l'analyse de thématique du discours sur le phénomène Boko Haram, qui est baromètre du lien qui existe entre la médiatisation
de la lutte contre le terrorisme et la construction du dit phénomène par la presse. Alors la question est celle de savoir dans quelle mesure le traitement médiatique des attentats de Boko Haram par Israël peut être considéré et de mise en discours, de mise en scène, de mise en discours de construction du terrorisme par ce journal. L'hypothèse émise étant que la médiatisation du terrorisme est également un moyen de propagande sur les terroristes et sur les terroristes. Alors, nous basons cette analyse sur l'attention médiatique, que la portée du groupe Boko Haram sur l'œil du Sahel, à certains égards, peut être considérée comme un outil de construction médiatique du terrorisme. Le corpus de notre travail est constitué de 94 éditions du journal et qui ont 107 articles en tout. Et nous avons davantage travaillé sur les unes. Alors, ayant dit cela, la première partie de notre présentation va porter sur les mises en scène du terrorisme et l'attention médiatique. Chaque article du corpus est présenté en fonction du domaine scénique. Le domaine scénique étant la scène ou alors l'univers référentiel qui vise à déterminer l'orientation et le cadrage thématique majeur de chaque article. Alors, quand on parle de domaine scénique, il s'agit de prendre compte de la rubrication du journal. Et dans ces domaines scéniques, nous avons relevé que les articles de Boko Haram sur Boko Haram dans l'œil du Sahel sont principalement segmentés en scènes d'actualité, de politique, de société, de justice et de public reportage. Mais l'attention médiatique de Boko Haram, l'attention médiatique de l'œil du Sahel sur Boko Haram est davantage portée sur l'actualité. Donc, l'actualité parce que l'œil du Sahel présente Boko Haram 81 fois dans la rubrique actualité et les 79 éditions de l'œil du Sahel publiées en 2018 ont mis l'actualité de Boko Haram en titre de une, c'est-à-dire que les sujets sur ce phénomène terroriste ont été considérés comme des événements qui méritent un traitement prioritaire et pour lesquels l'attention médiatique est indispensable. Il s'agit d'une question de sélection et de hiérarchisation de l'information dans le domaine journalistique. Alors, cependant, la présence en une de journal n'implique pas automatiquement une position de choix en page intérieure. De nombreux titres en une ont pour but d'inciter à la lecture, de faire des alertes comme l'indiquent les unes et à l'intérieur, c'est-à-dire qu'à page intérieure, on ne retrouve pas les éléments annoncés en une, ce qui pose également un problème de hiérarchisation de l'information qui est différente de l'appel qui est fait en une du journal et de l'espace qui est donné à l'article en page intérieure. On peut voir déjà dans ces illustrations quelques coupures. Si on regarde la une sur 6 militaires jugés tués à Sakmé et on regarde le rendu à côté, vous verrez que l'article est à peine 12 lignes, ce qui est totalement contradictoire avec ce que l'appel de une nous invite à lire dans le. Alors, ce qui nous amène à dire que sur le plan du traitement de la couverture médiatique de Boko Haram par l'œil du Sahel, il y a une certaine disproportion dans l'appel qui est fait en une et qui pourrait donner à voir à l'intérieur du journal les éléments qui nous permettent de voir l'importance que le journal accorde au traitement médiatique de l'information. Mais à l'intérieur, en page intérieure, on se rend compte qu'il y a un certain déséquilibre, un certain déséquilibre qui nous pousse à nous rendre compte que la sélection et la hiérarchisation de l'information et des faits ne correspondent pas exactement à ce qu'on pourrait attendre. Ce qui nous amène également à la deuxième étape de notre deuxième grande ligne de notre présentation, qui est la construction du réel et la fabrique du terrorisme. Alors, s'il y a une différence entre l'appel en une du journal et les pages intérieures, cela pose effectivement un problème de construction. Parler et de fabrique du terrorisme. Parler de fabrique ou de co-construction du terrorisme
revient à mettre en lumière les actions ou les mots utilisés par le journal pour rendre compte du terrorisme dans les colonnes. Nous nous rendons compte que les nouveautés qui existent bel et bien en dehors du journal ne s'imposent pas à lui parce qu'il y consent ou alors qu'il porte leur attention. Il s'agit donc d'une construction ou d'une fabrique qui tient du choix du journaliste, et de ce fait, la construction du phénomène terroriste peut être mise en lumière à partir de la une des éditions, mais également sur la base des contenus, des illustrations, des choix et des choix de hiérarchisation. Alors, la une du journal, nous voyons qu'avec l'œil du Sahel, Boko Haram a été 79 fois l'œil du Sahel a mis Boko Haram en une. Et comme je l'ai dit précédemment, à l'intérieur, dans les pages intérieures du journal, cela ne s'est pas véritablement vu. Donc la une contribue seulement les représentants professionnels de l'actualité et son corollaire. Cette dernière étant fédératrice de la profession et renvoyant à une idée d'une actualité qui s'impose en gouvernant et gouverne les pratiques du journaliste contraint de s'y soumettre. Nous voyons quelques-unes du journal: 6 morts dans une attaque de Boko Haram, 444 déplacés jeunes internes de Boko Haram en sursis, 15 terroristes tués dans l'attaque du poste de Sakmé. On voit bien que l'œil du Sahel, et la première page du journal sont très importantes. On voit également dans la sémantique qui est et de la peur qui est transmise dans l'œil du Sahel, Mao Tchanga, 6 personnes tuées par Boko Haram, etc. Marwa 2, 10 morts dans les attaques de Boko Haram. Il y a également les actions de l'armée qui sont plus ou moins relayées, mais je vais dire moins relayées. On a quand même pu relever les 2 exemples que vous voyez sur le PowerPoint. Et donc, on se rend compte que l'œil du Sahel est un moyen certain de véhicule et de mise en scène de l'information dont l'impact peut être réel, notamment en matière de diffusion de l'information sur le terrorisme, les crises et les conflits. Alors, cette construction par l'œil du Sahel peut s'analyser à partir d'une comparaison de l'information annoncée en une et l'importance du texte à l'intérieur, comme je vous l'ai présenté il y a quelques instants. Globalement, la couverture médiatique du terrorisme en 2018 dans l'œil du Sahel a consisté à la mise en scène de l'émotion et de la peur, de la une du journal par l'information à faire connaître, le lieu de production des faits, des dégâts, des humains et des postes de l'armée face aux exactions des terroristes. On a quelques exemples dans le tableau, c'est un peu fastidieux à lire. Alors, cette attention médiatique est également améliorée par le titre à la une, qui a une fonction d'appel et qui aboutit ainsi à la fabrique d'une mise en scène de l'information qui est transformée en spectacle où l'accent est mis sur le commercial, l'émotif, sensible, au détriment et du discernement. Alors, quand on arrive au terme de cette présentation, il est important de dire que l'œil du Sahel met en avant la violence, la mort et les enlèvements. La souffrance est présentée au public afin qu'elle soit contemplée, et la mise en scène de cette violence pose la question de son opportunité. Quelle est l'opportunité de mettre en scène les morts à la une du journal, et bien que la une du journal soit ait une visée de captation et d'incitation à la lecture. La présence d'une information en une est également la preuve de son importance pour le journal, et la positionner donc en vitrine. Il existe une véritable volonté de rendre compte et surtout qu'elle est importante, qu'elle est impactante et qu'elle est primordiale. Donc, on a envie de penser que l'œil du Sahel se positionne un peu comme un journal voyeuriste qui est un peu poussé par une ambition commerciale, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, l'œil du Sahel est dans la région appelée le Grand Nord, le journal qui a de manière immédiate l'information sur les attaques terroristes Boko Haram. Alors, étant appelé par le temps, je vais conclure en disant que l'œil a fait
La couverture médiatique du phénomène Boko. L'un des éléments fondateurs ou fondamentaux de son existence intéresse l'actualité se déroulant dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. Cependant, il met un point essentiel sur les comptes rendus liés à l'activité terroriste, de la sensorialité. Ce faisant, le journal a fini par devenir quasi incontournable pour ce qui est de l'information sur le phénomène terroriste au Cameroun. En outre, en accordant cette médiatisation au terrorisme, l'Œil du Sahel lui donne une importance démesurée et accentue sa construction dans on va dire au Cameroun ou dans la sous-région. Alors, cette contribution, bien évidemment, pourrait être approfondie en analysant, par exemple, sur une durée plus importante, 3, 4, 5 ans, l'attention médiatique du groupe terroriste Boko Haram dans plusieurs autres journaux, ainsi que leur réception par différents publics. Je vous remercie. Un très grand merci pour cette présentation très riche qui va certainement susciter des débats très intéressants. À présent, nous allons quitter le présentiel pour aller au virtuel. Je demande à la technique si Mireille est en ligne, de lancer Mireille pour qu'elle puisse nous faire l'économie de sa présentation en 15 minutes aussi. Merci beaucoup. Mireille, est-ce que vous nous entendez? Mireille, est-ce que vous nous entendez? Là, je vous entends mieux. C'est bon, j'espère que vous m'entendez aussi bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Pour des soucis, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous avez la parole pour voilà. Oui. Allez-y. Voilà, c'est parfait. Voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran. Je vais partager mon écran. OK, donc, PowerPoint, sorry. Okay. Mode présentation, là, c'est voilà. Allez-y en bas. Voilà, okay. C'est bon. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, merci encore. Bonjour à tous et merci encore aux organisateurs de cet excellent colloque d'avoir bien voulu m'associer à la dernière minute. Moi, ça me fait toujours plaisir d'être là. Je suis Mireille Manga. Bien que je sois en ligne, je suis enseignante permanente à l'Institut des relations internationales du Cameroun, notamment au département de politique internationale. Le regard que je vais avoir ici aujourd'hui pour échanger avec vous, ce n'est pas celui d'une spécialiste d'études et questions liées au terrorisme, mais plutôt le regard d'une chercheuse, une enseignante-chercheuse qui fait davantage des études dans le domaine des politiques publiques. Je vais d'abord commencer par revenir sur le sujet. Pour ceux qui ont lu le petit résumé de ma présentation, ils ont déjà une idée, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais en gros, c'est intéressé à la construction de l'ennemi dans les médias. C'est viser un peu à mettre en évidence la complexité d'un phénomène qui semble un peu négligé. J'avais posé la question avant-hier sur la forme de la menace aux différents panels. Hier, j'ai demandé si les agents les acteurs du terrain avaient une idée de la forme de la menace. C'est-à-dire, si on demandait aux uns ou aux autres quelle est la forme de la menace terroriste, je pense qu'il nous serait difficile d'y répondre. D'où le terme même de construction. Construction, tout simplement, pour reprendre les termes de Pierre Conesa, qui dans son ouvrage sur la construction de l'ennemi, est revenu à donner plusieurs exemples de la production de l'ennemi qui relèvent de l'histoire. Donc, ce n'est pas nouveau, le phénomène de fabrication de construction. Mais par construction, ici, j'insiste, il faut entendre un processus artificiel, d'où l'importance des médias. Un processus qui rime avec la libéralisation de l'espace public. Donc, un processus quand même où les différents agents sont en possession des technologies de l'information et de la communication qui sont des technologies libérales et donc qui libèrent la parole, qui libèrent l'utilisation, l'usage volontaire des mots. Et aussi, ici, on va entendre par construction aussi une guerre contre l'ennemi ou une lutte contre l'ennemi qui s'appuie plus sur les concepts plutôt que sur une réalité visible, et avec accompagné de tout un ensemble de processus de
politisation des problèmes, différents problèmes. J'ai entendu ça et là parler du problème lié à la corruption, du problème lié au sous-développement, au problème économique, etc. Le rôle que les radios communautaires devraient un peu mieux jouer de part et d'autre. Et ici aussi, le besoin aussi, parler de construction, revient quand même aussi à s'implanter dans une période post-90. Hein. C'est une période de post-guerre froide, mais surtout aussi une période post-guerre froide, mais une période de contexte libéral. Cela étant dit, je m'explique. Plus précisément, je plante un peu le cadre théorique de ma réflexion. En fait, qui est organisée en deux principales parties. Une première partie qui vise à présenter un peu la démarche de cette présentation, qui resitue un peu le débat sur le lien entre politique et médias à l'ère de l'antiterrorisme, avec une première partie axée sur l'approche proprement dite et une deuxième partie basée sur les faits. Peut-être ça permettra de comprendre un certain nombre de problèmes qui ont été ou de limites qui ont été relevées depuis hier. Et puis, voir dans une deuxième partie les implications, ce que ça signifie dans la lutte contre le terrorisme via les médias, ou comment est-ce que à travers cela, on peut comprendre l'impasse ou l'échec des différentes politiques mises en place. Et donc, peut-être vous convier à voir avec moi que dans le combat, il faut absolument prendre en compte un nexus média public et contre politique antiterroriste. Donc, cela étant dit, pourquoi ça ne bouge pas? OK, voilà. Cela étant dit, vous comprendrez donc que mon approche, elle est entre deux champs disciplinaires, l'étude des politiques publiques, mais aussi l'étude des médias. Sur le plan des politiques publiques, la démarche, elle est phénoménologique, pragmatique, constructive. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement qu'ici, il faut prendre les choses en s'appuyant sur des enquêtes, c'est-à-dire sur la réalité. Il faut partir d'une démarche, c'est une démarche purement empirique et qui prend le discours comme un acte, qui prend des discours comme un acte constructiviste et aussi une approche critique qui met quand même en évidence, qui confronte la réalité par rapport à un certain nombre d'hypothèses théoriques. Et donc, par rapport à ça, je m'appuie principalement sur la littérature, sur l'argumentation en politique publique qui a été introduite par Frank Fisher et John Forrest en 1993 et qui place vraiment le discours comme un aspect important dans les différents processus de politique publique et de fabrique des politiques publiques. Je m'inspire aussi des travaux de Philippe Zitoun, qui, dans les discours, les interactions discursives, voit quand même qu'il y a un rapport, un ensemble de luttes entre différents acteurs, pas seulement l'État et les publics, mais l'État et plusieurs acteurs qui, chacun à son niveau, essayent d'imposer l'agenda de la lutte par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport à comment il faut orienter les comportements. Cela étant dit, c'est aussi accompagné, j'ai parlé de la littérature critique tout à l'heure, critique des politiques publiques, qui a tout un paradigme sur la politique de la culture. En anglais, c'est The Cultural Politics of Expertise. C'est-à-dire ici, on va avoir un ensemble d'agents qui sont des experts, des agents de la connaissance et qui vont tenter de différentes manières, à partir de leur connaissance, le knowledge, d'imposer ou de proposer des solutions, soit à l'État, soit aux différents acteurs de la lutte, quel que soit le niveau où ils se trouvent, du niveau local au niveau global. Et ça, à côté de ça, je me suis bien intéressée, j'ai trouvé bien intéressant toute la littérature critique sur la lutte contre le terrorisme, notamment Didier Bigot et Laurent Bonelli, au nom du 11 septembre, et Aurélie Campana, qui m'intéresse parce qu'en réalité, elle se pose dans son livre sur l'impasse terroriste, elle se pose la question de savoir s'il y a vraiment une guerre contre le terrorisme. C'est drôle, mais c'est assez impressionnant. Et enfin, on a Roger Martelly qui nous dit l'identité, c'est la guerre. Souvenez-vous que depuis avant-hier, la question de la religion, de la culture, etc., c'est quelque chose qui revient. Ça a encore été souligné tout à l'heure dans le panel de ce matin. Et donc, par rapport à ça, on va donc voir la lutte contre le terrorisme dans les politiques de lutte contre le terrorisme comme des politiques de mise à distance. Mais mise à distance, comment?
mise à distance peut-être en essayant d'inventer ou de penser une géographie mentale de la sécurité. C'est en réalité une dynamique qui va entraîner une confrontation ou des interactions entre des consciences. Les consciences étant quelque chose d'assez abstrait, en réalité, les interactions vont donc se faire à travers quoi? À travers les mots. À travers les mots, donc d'où tout l'intérêt ici pour l'étude des médias, pour l'espace public virtuel, qui, même au sens de Deleuze, permet de comprendre très bien le lien entre l'audience, les médias proprement dit, la presse, etc., et comprendre même la notion de public qui est finalement quelque chose aussi de virtuel, etc. Donc, cela étant dit, on pourrait donc arriver à ce que Charion propose en 2022 sur la guerre des influences. Ça va donc être une guerre des influences. Who gets what, when and how, au sens de Laswell proprement dit. C'est de ça qu'il va s'agir et c'est peut-être à ce niveau qu'il faudrait voir les différentes faiblesses, les différents échecs qui ont été évoqués, ce que j'appelle policy deadlocks, dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme, notamment en ce qui concerne les États du Sahel ou certains États, la plupart des États africains qui y sont impliqués. En ce qui concerne tout mon paradigme, ma pensée sur les media studies, je recommande, je suis contente que Dorothy Ndoumbel ait rappelé tout à l'heure que effectivement les media studies sont axés sur l'analyse de contenu et des thématiques. Par rapport à ça, l'approche suggère d'aller au-delà de cette simple analyse du contenu et des thématiques et de voir en réalité les interactions qui vont se faire dans l'espace public, dans la sphère médiatique. Et en réalité, ce que j'ai appelé le domaine physique virtuel. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, Hannah Arendt, quand elle définit la politique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la politique, c'est une lutte, mais une lutte qui se fait dans l'espace public. Malheureusement, elle ne nous dit pas où se trouve, elle ne nous dit pas que l'espace public, ce sont les médias, mais elle nous dit l'espace public, c'est la relation à l'autre. Max Weber, par contre, va être plus intéressant parce qu'il va dire… Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Pour vous permettre de gérer la suite, il vous reste 5 minutes. Oui, ben, j'ai fini là. Très bien, le plus important, c'est poser le paradigme. Merci. Donc, Max Weber va voir cette lutte comme une activité et John Ross va nous prévenir sur le fait que le pluralisme lui-même déjà engendre la lutte. Concernant donc les faits, toute la partie empirique, l'étude donc de ce qui a été fait dans les médias par les différents acteurs de la lutte contre le terrorisme entre 2011 et 2021, ce qui donc est intéressant. On va donc voir que entre 2011, la plupart des thématiques qui ont été couvertes déjà, les discours, on en a assez eu à chaque fois, seulement au début de la guerre. Vous voyez là en ce qui concerne le Cameroun, en 2013, en 2011, c'est un peu bas, 2013, on a presque rien. En 2014, ça monte. 2015, c'est encore plus grave. 2016, 2017. En fait, ça, c'est une analyse, c'est des données empiriques qui se sont faites grâce, n'est-ce pas, à l'exploration de 492 médias qui ont parlé de Boko Haram au Cameroun et des acteurs engagés via des discours. Ça permet de voir déjà à quel moment la lutte a été intense au plan discursif au Cameroun et pourquoi il y a eu derrière tout ce qu'il y a eu comme développement au plan de la défense populaire, etc., etc. Vous voyez que ce même échantillon, n'est-ce pas, ce corpus nous prouve que effectivement l'accent a été mis sur l'action militaire. C'est l'action militaire qui est représentée en bleu. Ensuite, n'est-ce pas, le mot qui a été mis en avant, c'est l'ennemi, le terrorisme, etc. En gris, vous voyez les kidnappings. En fait, pour ceux qui le veulent, ils pourraient voir les détails par la suite. Ce qui va être intéressant aussi sur l'analyse du discours dans les médias, c'est les médias qu'on va retrouver dans ce corpus de 492 textes publiés sur Boko Haram au Cameroun. Vous allez voir que parmi les médias, les sources médiatiques qui y figurent, il y a presque rien concernant les presse étatique camerounaise, si je peux parler de presse nationale, etc., au sens souverain du terme. Ce sont des médias privés, internationaux, etc., qui s'approprient le discours et qui contrôlent l'espace public. On voit les acteurs sur Twitter. Effectivement, on va voir la grande présence, une forte présence des médias transnationaux avec différents synonymes représentant des publics.
etc. Une fois de plus, pas de grand acteur étatique. Ça va être pareil avec les hashtags. Ben, tout simplement pour dire et peut-être sortir en laissant le reste au débat, nommer le risque ne suffit pas. Il faut stratégiser la menace. En fait, il faut rendre menaçante la menace au sens de Pierre Conesa en improuvant, ça c'est ce que je propose, en optimisant, n'est-ce pas, les liens sociaux à différents niveaux de la société. En maximisant, en augmentant aussi les relations sociales, les contacts via la communication à différents niveaux de participation. Tout simplement pour dire, en fait, la communication est importante. J'insiste là-dessus parce que puisqu'il s'agit d'une guerre de l'identité ou de l'identité qui est en guerre, on va se rendre compte dans l'exploration des corpus médiatiques. Je me suis rendu compte, j'ai quand même été choquée, en tapant sur YouTube, j'ai retrouvé plus de médias, c'est-à-dire 10 fois plus de vidéos, de textes publiés par des acteurs individuels, proches ou lointains de la menace Boko Haram, et 2 discours de chefs d'État. C'est un peu pour dire en termes de rapport de force, le déséquilibre qu'il y a dans cet espace médiatique. On a parlé de la faiblesse des communications des médias communautaires aussi un peu hier. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais c'est d'abord pour dire, en réalité, le rapport de pouvoir pour vaincre l'ennemi, se joue aussi dans comment on va promouvoir le lien social, etc. Et je pense qu'au Cameroun, ça a été un succès, la lutte a été un succès en 2014-2016, dans la mesure où on a eu une forte popularisation, pour reprendre aussi un peu le travail pour Lévik Bachum qui montre comment la population s'est engagée avec des dons, etc. Je veux dire, ça, ce sont des actions ou des résultats à ne pas sous-estimer. Quand on passe par une approche qui vise à voir comment un État ressoute sa communication avec la société, se rapproche, parce qu'il va s'agir en réalité pas seulement de communiquer, mais de travailler les identités, de travailler la culture, parce que tout se joue à ce niveau. Merci pour votre aimable attention. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses que je souhaitais dire, mais que je n'ai pas pu dire compte tenu du temps. Mais l'essentiel, c'était de vous inviter un peu à cela. Merci pour votre aimable attention et peut-être à tout à l'heure pour des questions. Merci vraiment. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Il y a des très vifs applaudissements. Merci vraiment. Et je souhaitais, à l'occasion de cette prise de parole, vous présenter mes excuses. C'était à moi de vous présenter et vous vous êtes présenté. Et j'aurais dû le faire. En tout cas, un grand merci pour votre communication et surtout pour le caractère complémentaire avec la précédente communication. Et ça va nous permettre d'avoir une discussion très animée ce matin. Merci beaucoup. Je vais passer rapidement la parole au troisième invité, au troisième panéliste, Aboubakar Dakuo, qui est de l'Université d'Ottawa et qui va nous présenter une communication intitulée « Liberté d'expression, cyberespace et lutte antiterroriste au Burkina Faso ». On ne peut pas mieux dire parce que le Burkina est aujourd'hui l'épicentre de la menace terroriste dans le Sahel. Et je vais rapidement vous donner la parole avec beaucoup d'impatience de vous entendre et de pouvoir discuter avec vous après votre communication. Merci. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et comme vous l'avez dit, je suis à l'Université d'Ottawa et mon domaine d'expertise, c'est plutôt les droits. Donc, j'analyse ces sujets sous principalement l'angle juridique, mais aussi de façon interdisciplinaire. OK? Donc, par rapport à mon sujet, il me semble que mon PowerPoint ne bouge pas. Je ne sais pas pourquoi. OK. En guise d'introduction, disons que depuis le 15 janvier 2016, le Burkina Faso est confronté à des attaques terroristes meurtrières récurrentes. Et c'est dans ce contexte que, à l'heure actuelle des réseaux sociaux où l'information est très vite relayée sur la toile, le 14 juin 2018, un blogueur
s'est indigné au Burkina Faso sur la lenteur du gouvernement à assurer l'évacuation sanitaire d'un gendarme blessé lors d'une opération antiterroriste des forces de défense et de sécurité. Le blogueur a été interpellé par la police et il a été traduit en justice et condamné à une peine de 2 mois de prison ferme pour incitation de troubles à l'ordre public. À l'issue de ces événements, le gouvernement burkinabé a adopté une loi qui punit la publication en direct ou dans un temps voisin, et ce, quels que soient les moyens utilisés, des informations, des images ou des sons qui pourraient compromettre une intervention antiterroriste. De par la portée de cette loi, elle vise tant les journalistes professionnels de l'audiovisuel, de la presse écrite et digitale, mais aussi les blogueurs, les internautes ordinaires qui publient ou relaient sur les réseaux sociaux des informations relatives au terrorisme. Cette loi peut être rapprochée aux mesures antiterroristes adoptées par de nombreux États occidentaux, comme les États-Unis, le Canada, la France, au lendemain des attaques du 11 septembre 2001 pour surveiller les communications de leurs citoyens. Ces mesures ont, ce faisant, contribué à instaurer dans l'opinion publique de ces pays ce que Noël Neumann avait dans le passé dénommé la spirale du silence, c'est-à-dire la réserve qu'adoptent les citoyens d'exprimer des opinions contraires à la position dominante par crainte des sanctions. Pourtant, dans l'observation générale numéro 34 du Comité des droits de l'homme sur la liberté d'expression et d'opinion, le comité soulignait que ces deux libertés constituent les fondements de toute société libre et démocratique. La lutte contre le terrorisme pose donc des difficultés aux États qui se veulent démocratiques. Et c'est dans ce sens que l'honorable Bill Graham, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères du Canada, qui disait lors d'un symposium tenu en 2002 à Osgoode Hall School of Law à York University, je cite, « Les défis les plus redoutables qui se posent à nous en matière de réaction au terrorisme, outre le fait de les contenir, est de défendre les valeurs et les normes qui nous sont chères, la démocratie, le respect et la primauté du droit et les droits de la personne. » Au Burkina Faso en particulier, la question se pose de savoir si les défis de la lutte contre le terrorisme peuvent valablement justifier la limitation du droit à la liberté d'expression et partant du droit du public à l'information sur le terrorisme dans les médias en général et particulièrement dans les cyberespaces des réseaux sociaux. Pour répondre à cette question, nous soutenons que bien que la liberté d'opinion et d'expression soit essentielle à toute société démocratique, celle-ci nécessite un certain encadrement en raison des défis sécuritaires liés au contexte de la lutte contre le terrorisme. Et dans cette perspective, je structure cette étude de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais présenter de façon contextuelle les rapports du terrorisme aux médias écrits au Burkina Faso. Et dans un deuxième temps, j'analyserai l'incidence du cyberespace sur le terrorisme et finalement, je montrerai qu'il est nécessaire d'opérer un arrimage harmonieux entre liberté d'expression et défis sécuritaires. Attention, tout cela doit être tenu dans 10 minutes. Vous avez déjà consommé 5 minutes. Merci. OK, merci. Donc, pour ce qui est de la situation du terrorisme et de son rapport aux médias au Burkina Faso, je dirais que le terrorisme est historiquement associé à la peur, puisque le terme même terror vient du mot latin terrere qui signifie faire peur, effrayer. Au Burkina Faso, on trouve deux grandes organisations terroristes. On a d'une part le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et on a de l'autre l'État islamique au Grand Sahara. Dans une étude qualitative conduite par Lassane Yameogo sur 3 des plus anciens journaux. Vous souhaitez toujours faire défiler le PowerPoint? On ne le voit plus à l'écran. Vous souhaitez le faire défiler ou vous ne voulez plus? Voilà, OK. Désolé. OK. Donc, selon l'auteur qui a analysé les principaux journaux écrits du Burkina Faso, son étude a révélé que dans la presse burkinabé, le terrorisme est reproduit sous un angle qui laisse place à l'inflation
à la surenchère et à la dramatisation. Et plusieurs auteurs ont établi les liens qui existent entre le terrorisme et les médias. Nous avons, par exemple, Manoni et Bonardi qui décrivent ces rapports comme étant à la fois organiques et fonctionnels. Nous avons Wilkinson qui affirme que le terrorisme et les médias entretiennent une relation à la fois symbiotique, dans une relation de dépendance mutuelle. De ce point de vue, s'il est ainsi établi qu'il existe un lien étroit entre le terrorisme et les médias, quel pourrait être donc leur incidence dans le cyberespace d'interaction virtuelle au Burkina Faso? Donc, deuxième point, l'incidence du cyberespace sur le terrorisme au Burkina Faso. Selon les statistiques du kiosque digital du Burkina Faso en 2020, le pays avait une population de 20,61 millions d'habitants, parmi lesquels 4,59 millions avaient accès à Internet, dont un taux de pénétration de 22%. Parmi ces internautes, 1,6 million étaient des utilisateurs actifs des réseaux sociaux et le pays connaissait une forte croissance annuelle de ses usagers de 35%. Même si proportionnellement à sa population, les taux d'accès à Internet et d'utilisation des réseaux sociaux semblent faibles, ils ont un impact significatif sur la société en raison de la nature du cyberespace. Cet espace indéfini, caractérisé par la virtualité des informations qui y circulent, concurrence de plus en plus fortement les médias traditionnels. Dans un contexte de couverture territoriale limitée des médias traditionnels, les réseaux sociaux deviennent, dans les centres urbains du Burkina, les principales sources d'information des populations. Pourtant, il faut souligner que les réseaux sociaux se présentent comme des espaces virtuels d'interaction où les usagers sont libres de leurs publications et des interactions auxquelles ils veulent participer. Les cyberespaces se définiraient par l'ubiquité, c'est-à-dire la possibilité offerte aux utilisateurs du monde entier de se connecter au réseau numérique à travers leur appareil de connexion et d'interagir avec des milliers de personnes comme s'ils étaient dans le même lieu géographique. De ce fait, en raison de sa disposition à connecter des milliers de personnes, le cyberespace a la capacité d'altérer la perception du réel et ce faisant de contribuer à changer l'identité. En fonction des intérêts communs, des personnes peuvent nouer des liens dans une sorte de cybercommunauté ou communauté virtuelle qui favorise les sentiments d'appartenance à une communauté imaginaire et déterritorialisée plutôt qu'à une communauté réelle. Les relations qui se créent entre ces membres peuvent ainsi conduire à l'adoption d'idéologies polarisées ou d'une radicalisation sur la toile. J'en viens à la troisième partie de ma présentation, la publication d'informations sur le terrorisme dans le cyberespace et la nécessité d'un arrimage harmonieux entre liberté d'expression et défis sécuritaires. La liberté d'opinion et d'expression est un droit fondamental reconnu au Burkina Faso par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux auxquels le pays est parti. La nécessité d'encadrer la liberté d'expression ou d'opinion dans le cyberespace au Burkina Faso se justifierait par l'ère nouvelle dans laquelle nous vivons, dite de la post-vérité. La post-vérité est un phénomène de divulgation intentionnelle ou non intentionnelle d'informations fausses ou erronées à travers Internet dans le contexte d'une opinion publique de plus en plus polarisée et fragmentée. Dans cette condition d'insignifiance de la vérité, l'exactitude de l'information importe peu par rapport à l'objectif visé. Les émotions prennent de l'ascendance sur la vérité factuelle à travers la valorisation de la peur et du ressentiment. Dans ce contexte, la question se pose de savoir comment faire pour empêcher la mauvaise utilisation du cyberespace. La voie qui est très souvent privilégiée par les États est le recours aux lois pénales et aux judiciaires comme instrument de régulation. Mais est-ce la solution la plus efficace? Il convient de souligner que si le droit pénal a très souvent constitué une des solutions aux conflits sociaux, il présente cependant un fort risque d'instrumentalisation. Par la régulation du cyberespace, pour la régulation du cyberespace, le droit pénal présente des effets négatifs, à savoir d'une part le manque d'effectivité du droit et les risques subséquents de mise en cause du droit pénal dans son ensemble,
et d'autre part l'affaiblissement des garanties et les risques de verser dans l'autoritarisme. En outre, il y a les risques que les critiques du pouvoir et les groupes minoritaires soient censurés et que l'État n'impose une vérité unique à travers les droits pénals. Aboubakar, dans ces... Oui. Je vous accorde, en raison de notre bon voisinage avec le Burkina Faso, je vous accorde une rallonge de 3 minutes. Parce que le temps imparti est épuisé, mais je vous accorde une rallonge de 3 minutes. D'accord, je m'en vais vers la conclusion. Donc, dans ce cas, la réponse qui nous semble la plus légitime est d'engager la conscience des citoyens à travers des espaces politiques d'éducation et de sensibilisation. En outre, pour être conforme aux exigences de la société démocratique, la criminalisation de la publication de l'information sur le terrorisme devrait viser une intention spécifique qui serait appréciée par ses conséquences dommageables et non pas au regard d'une simple divulgation de n'importe quelle information sur le terrorisme. La sanction de la publication de l'information sur le terrorisme doit donc être fondée sur une relation clairement établie entre l'information qui est publiée et les préjudices qui seraient causés, et ne pas relever d'une simple probabilité. Comme l'a souligné le proverbe Nietzsche, je terminerai par là, que celui qui lutte avec des monstres veille à ce que cela ne les transforme pas en monstres. Tel est le défi auxquels sont confrontés les États en général dans leur lutte contre le terrorisme. Le Burkina est sur cette ligne de crête et l'avenir nous dira s'il aura réussi son pari. Je vous remercie. Un grand merci pour cette excellente présentation qui nous plonge dans l'actualité du terrorisme au Sahel, parce que, comme vous savez, le Burkina a été le théâtre le 24 janvier 2022 d'un coup d'État militaire, et coup d'État lui-même qui est justifié, en tout cas par ses auteurs, par l'incapacité du pouvoir civil de l'époque de faire face à la question sécuritaire. Et bon, c'est un autre sujet, mais après le coup d'État aussi, l'insécurité a perduré. On aura l'occasion d'en débattre. Comme je suis le président de séance et que je peux me permettre de garder la parole pour 2 minutes, en tant que praticien des médias et étant moi-même quelqu'un qui travaille sur la question du terrorisme, je pourrais apporter un petit complément à cette présentation excellente en attirant votre attention sur 2 points. Pour les journalistes aujourd'hui, travailler sur le terrorisme pose la question du défi des sources, les sources d'information. Et on va avoir l'occasion de revenir. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque à Bagassola, dès qu'il y a une attaque à Fatokol, dès qu'il y a une attaque à Difa, c'est déjà sur WhatsApp, avec des images, et entre-temps, le temps que le communiqué officiel arrive, l'information est déjà dans la rue. Et souvent, le communiqué prend 48 heures avant d'être rédigé, 24 heures avant que le communiqué officiel arrive. L'information est déjà dans la rue. Pour les journalistes, toute la difficulté, c'est l'accès aux sources. Parce qu'on ne peut pas diffuser ce que WhatsApp a dit forcément, parce que WhatsApp peut se tromper. Mais entre-temps, les sources officielles ne donnent pas. Ça, c'est le premier point, c'est la question des sources. Le deuxième point auquel les journalistes qui travaillent sur ces questions font face, c'est la notion du secret. Pour nos pays encore, les forces de défense et de sécurité dans la plupart de nos pays, tout ce qui concerne la sécurité et la défense relève du secret. On ne doit pas en parler. Moi-même, je peux vous donner des exemples où on a parlé de choses qui, à notre avis, auraient pu être mises au crédit de l'armée, mais ces choses ont été mal accueillies par le pouvoir. Donc, il y a toute la difficulté à travailler sur la question du terrorisme parce que pour l'autorité publique, en tout cas dans la plupart des pays, tout ce qui relève du sécuritaire et militaire est secret. Je ne vais pas faire le débat à votre place. Je vais à présent vous donner la parole en vous demandant d'être précis, concis pour que nous puissions avoir, nous avons encore un peu de temps pour que nous puissions avoir le maximum d'échanges et faire de cette session une session interactive. La seule condition, la parole est libre, elle n'est pas payante. La seule condition, c'est que vous vous présentez et vous posez votre question. On commence par la droite, bien que je sois un homme de gauche, une personne ici. Hein? Oh. Merci bien, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je suis Abdia Sarouna, je viens de l'Université de Maroua. Alors, le panel s'y m'intéresse très particulièrement. Vous l'aurez constaté,
Je pose la question à qui veut répondre. Je ne serai pas précis sur l'auteur de la réponse. Alors, la construction du terrorisme dans les médias soulève dans les défis que vous avez soulignés, Monsieur le Président. Il y a le défi des sources, le défi secret défense, mais aux Nations Unies, il y a le concept de communication stratégique et presse qui est soutenu ou alors promulgué pour la prévention de l'extrémisme violent. Ma question, étant donné que l'armée est présentée souvent ou alors est la grande muette, est-ce que la communication stratégique dans ce cadre relève de son domaine? Sinon, quels sont les acteurs de cette communication stratégique? Et maintenant, pour ceux qui ont fait des exposés sur la presse précisément, est-ce que la construction du terrorisme dans ces médias relève de la prévention de l'extrémisme violent ou alors ça s'inscrit dans le champ du business de l'information? Merci. Merci. Je suis Alvin Sembe. Ma question s'adresse au docteur Ndoumbe. Alors, je voudrais savoir quelle est la ligne éditoriale de l'œil du Sahel d'après vous? Et puis, l'œil du Sahel fait dans quoi? L'information, la malinformation ou la désinformation finalement? Merci bien. Bonjour, je suis Marlise Noussi. J'ai 2 questions rapides. Durant la présentation du Dr Manga, j'ai été stupéfaite par les statistiques qu'elle a montrées sur l'occupation de l'espace public virtuel par les médias d'État. On va dire ça comme ça. Et on se rend compte à quel point ils sont très peu présents, voire vraiment en marge. Et ils ont laissé la place aux initiatives privées, aux entreprises privées. Donc, j'aimerais savoir ce qui explique cette inadaptation, parce que l'espace virtuel est quand même présent depuis au moins une dizaine d'années, mais on a l'impression d'une certaine raideur dans l'occupation de cet espace médiatique. Donc, j'aimerais savoir ce qui explique un peu cette inadaptation et cette raideur. La deuxième question, elle s'adresse à qui voudra répondre. Je veux mettre en rapport la couverture. On voit une très grande coordination dans la narration du conflit et dans le contenu du narratif, c'est-à-dire une très grande coordination dans les discours qui sont distillés. Et une occupation omniprésente qui fait qu'il est très difficile, à moins qu'on se mette dans une vraie recherche, d'entendre des voix dissonantes. Donc, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'on les ressort d'une telle harmonie, d'une telle unification. Et est-ce que c'est un modèle dont devraient s'inspirer nos États en crise, par exemple? On a parlé du Burkina, il y a le Cameroun, mais tous les États qui traversent des crises. Merci. Ok. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. Moi, c'est Bamiodoa Colin, se connaît, étudiant en master de contention internationale à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je remercie le panel pour leurs exposés. Bon, ma question, elle est toute simple. Elle va s'adresser à Monsieur Aboubakar. Il a bien parlé de cyberguerre et de cyberespace. J'aimerais savoir comment on ne peut pas nier aujourd'hui l'importance du cyberespace dans tout ce qui concerne les conflits. J'aimerais savoir si, au regard de votre exposé, est-ce que l'on assiste à une infoguerre tripartite entre l'État, les citoyens qui clament leurs droits d'expression et les terroristes? Nous avons cette première série de questions très précises, très concises, qui, pour la plupart, sont adressées à des personnes précises. On va commencer par l'ordre inverse de la présentation. On va donner la parole à Aboubakar pour qu'il réponde à la question qui lui a été posée par le cyberespace. Et ensuite, on va passer à Muriel et enfin, je vais donner la parole à Dorothée. Aboubakar, vous avez la parole pour répondre à la question qui vous a été posée. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Et comme je l'ai mentionné dans ma communication, et effectivement, je dirais qu'il y a une infoguerre qui se déroule entre l'État et les citoyens et dans le domaine du cyberespace. Comme vous le savez, le cyberespace est un domaine où
n'importe qui peut publier des informations et que ces informations soient véridiques ou fausses. N'importe qui peut publier des informations dans le cyberespace. Et la particularité du cyberespace même est que quand on y publie des informations, ces informations-là sont envoyées presque à tous les 4 coins du globe de façon instantanée. Et donc, ça pose un problème d'information, un problème sur quelle est l'information qui est vraie, qui est véridique. Et comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans un contexte de post-vérité qui permet à n'importe qui de publier sur la toile n'importe quelle information, même lorsque cela n'est pas vérifié. Et cela pose donc un problème aux États qui ont l'obligation aussi de s'assurer que la bonne information est véhiculée. Donc, ce qui fait que particulièrement au Burkina Faso, l'État a pris des dispositions pour encadrer la publication des informations dans le cyberespace parce que cela compromet les opérations. Il ne faut pas non plus qu'on tombe dans opérer un arrimage. Comme vous avez constaté, j'appelle les gens par leur prénom. C'est une déformation professionnelle parce que dans les rédactions, on a simplifié les choses. Au lieu de parler de son excellence, de monsieur, on appelle tout le monde par leur prénom. Le stagiaire qui entre dans la rédaction appelle le directeur de la rédaction par son prénom et ça permet d'aller vite. Donc, c'est pour ça que j'appelle les gens par leur prénom. Nous allons donner la parole à Mireille qui a été interpellée. Moi-même, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui explique l'absence des médias d'État dans cet espace public où on parle du terrorisme. Je pense que le constat que vous faites, on peut le retrouver au Niger, on peut le retrouver dans les autres pays. Et moi-même, j'ai ma petite opinion, mais il vaut mieux que ce soit vous qui nous dites le secret de cette absence des médias publics et comment on peut l'interpréter. Je vous donne la parole pour que vous répondiez. Le temps que, si la connexion revient plus tard, Aboubacar pourra prendre aussi la parole. Mireille, vous avez la parole pour répondre aux questions qui vous ont été posées. Merci. Vous ne nous entendez plus? Ah, voilà. Là, est-ce que vous nous entendez? Madame et messieurs les panélistes, vous nous entendez? Vous entendez Yaoundé? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était parfait. C'est la technique. D'accord. Donc maintenant, si vous avez entendu ce que j'ai dit, la question qui vous a été posée ou aux questions qui vous ont été posées. Oui, autant on va voir l'absence, mais autant ce qu'on a constaté, si vous avez bien suivi ma communication, c'est que là où il y a une forte présence, où il y a eu forte communication, il y a eu de beaux résultats. Je parle de beaux résultats quand on voit effectivement le peuple, n'est-ce pas, dans la lutte. D'où vous voyez un peu le premier schéma là. Entre 2014 et 2016, je pense que ce sont les moments où les initiatives au niveau du bas, telles que la défense populaire, les comités de vigilance, j'ai bien écouté les présentations d'hier, ont émergé à partir de 2013. Donc, vous voyez, quand vous voyez ici ce graphique, c'est le graphique qui nous permet de faire le lien entre la communication, c'est-à-dire présence dans l'espace public, et résultats au plan de la lutte qui va en fait avec engagement de la société. Par contre, ici, l'absence dans les médias, on l'évoque pourquoi? On l'évoque parce que c'est un reproche, j'ai constaté que c'est un reproche global qui a été fait dans les différentes précédentes présentations. On a reproché aux États de mettre l'accent sur la force, l'action militaire, etc. Ben, ce qui va être intéressant, c'est que moi, en tant que chercheuse, n'est-ce pas, sur les discours médiatiques, que je me rende compte qu'effectivement, les données dans l'espace public nous prouvent qu'effectivement, l'accent est mis sur le discours militaire, la force, plutôt que sur autre chose, plutôt que sur la religion, plutôt que sur la culture, alors que quand vous allez faire les mêmes recherches sur Internet, vous allez retrouver, par exemple, je pense là au journal le journal Le Monde du 29 avril 2016, où on a tout un discours, une publication sur les mots de Boko Haram en revenant en fait sur toute la politique religieuse
du mouvement de Boko Haram, etc., avec tout le côté émouvant qui va avec, tout le côté émotionnel, et comment ça peut créer des adhésions, n'est-ce pas, du public ou non. Donc, l'absence ici est due au fait, pour expliquer, je pense qu'on a tous la même petite idée. L'absence est due au fait que l'État reste convaincu que pour vaincre l'ennemi, il faut y aller par la force. Or, ici, pour vaincre l'ennemi, il faut plutôt chercher à créer des solidarités avec soi, des solidarités sociales. C'est une approche, en fait, davantage préventive pour limiter les recrutements. On recrute qui et comment? Pourquoi les publics ou alors les citoyens qui se font recruter ou qui se laissent recruter? Ils sont exposés à quoi? Quels sont les manques, les besoins? J'ai entendu hier quelqu'un aller jusqu'à parler de contrat social. Je n'irai pas jusque-là. Mais il faudrait que l'État repense sa politique culturelle, n'est-ce pas? Ses solidarités avec la nation, avec le peuple. Vous voyez qu'en fait, il a été général, pour donner un autre exemple qui va dans ce sens, chaque fois qu'il y a eu attaque dans le monde, ne serait-ce que depuis 2001, la première initiative, le premier instant, la première intuition a été de convoquer, n'est-ce pas, la société, de convoquer la rue. Je pense en 2015, François Hollande qui a carrément convoqué, c'est-à-dire appeler le peuple français à se solidariser, etc. Ça a été pareil pour le président Paul Biya. Ça a été pareil pour Idriss Déby qui s'est même fait applaudir par la population. Donc, je pense que c'est cette déconnexion entre le social, la société et les institutions qui font un peu l'impasse, l'impasse dans la lutte. C'est un appel, c'est une interpellation, madame. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi l'État ne met pas l'accent pour l'instant dans ce volet-là. Je ne sais pas si c'est une question de moyens, mais il est de notre devoir, en tant que chercheuse en politique publique, d'attirer quand même l'attention sur les acteurs de la lutte, que c'est un moyen de lutte important parce qu'effectivement, la lutte contre le terrorisme, c'est une guerre des consciences, c'est une lutte idéologique, culturelle, n'est-ce pas, qui doit effectivement créer des solidarités pour un front plus efficace. Merci, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Peut-être que si vous êtes encore en ligne? Oui, je suis là. D'accord. Il y avait quand même une question sur laquelle on souhaitait vous entendre, celle de la communication. De la stratégie. La stratégie de communication, on sait qu'en Afrique, la stratégie, si c'est un business de l'info, oui. Oui, parce que pour l'instant, vous voyez, dans ma communication tout à l'heure, j'ai évoqué la politique culturelle de l'expertise. Là, c'est au niveau de l'expertise. C'est un peu ça. Est-ce que les experts, déjà, il n'y a rien d'objectif dans l'expertise, c'est une relation sociale. Est-ce qu'on va confier l'expertise à une relation parce qu'effectivement, il y a quand même des avantages financiers derrière? Ça, je ne sais pas. C'est vraiment au niveau de l'expertise, c'est-à-dire ceux qui conseillent les princes ou ceux qui conseillent les acteurs de la lutte. C'est à ce niveau-là que je voudrais insister parce que même au plan théorique, rien ne dit qu'il y a dissonance entre communication et stratégie militaire. Ça devrait aller de pair. C'est recommandé au sein des Nations Unies, mais c'est aussi recommandé dans la théorie. Et à ce niveau, s'il y a des connexions, il faudrait donc voir le discours, ce qui se joue chez les experts. Chez les experts, c'est-à-dire ceux qui conseillent, ceux qui prennent les decision policy makers, ceux qui conseillent, en fait, qui participent au processus de décision. Pourquoi ils recommandent la force militaire d'investir dans l'armée, etc. Et pourquoi ils ne recommandent pas d'investir dans la communication? Ou quand ils investissent dans la communication, pourquoi ils choisissent de travailler avec tel média plutôt qu'avec tel autre média? Ça, il faudrait voir un peu l'interconnexion, les relations sociales entre les différents experts qui travaillent dans ce domaine. Je suis d'accord avec vous que c'est un volet très important, mais c'est hautement idéologique et politique. Ça n'a vraiment rien d'objectif. Très bien. Merci à vous. On va donner la parole à Dorothée qui est ici présente. Comme ça va nous laisser le temps de prendre encore une autre série de questions. Sur des questions précises vous ont été posées. Est-ce que vous pourriez répondre de façon succincte pour qu'on ait la chance de prendre un deuxième ou troisième round de questions? Merci. Alors, sur les questions précises qui m'ont été posées, je commencerai par celle de Alvin Assembe,
au sujet de la ligne éditoriale de l'œil du Sahel. Est-ce que c'est l'information, la malinformation, la désinformation qui conduit le travail de l'œil du Sahel? Alors, je voudrais dire que pour ce qui est de l'œil du Sahel, la ligne éditoriale est assez claire, même si ce n'est pas un document que j'ai reçu ou alors qui est disponible, qui nous permet de savoir. Mais l'œil du Sahel se positionne dans l'information, le compte rendu sur les activités, les actions, les personnes relevant de l'extrême nord, du Grand Nord, je vais dire. Donc, la région du Nord, de l'Adamawa et de l'extrême nord, ces trois grandes régions. Donc, tout ce qui concerne ces régions, les populations issues de ces régions, qu'elles soient sur place ou ailleurs, l'œil du Sahel s'intéresse à ces questions-là. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce que l'œil du Sahel fait dans l'information, la désinformation ou la malinformation? Je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non parce que ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un réel problème de l'économie des médias qui peut amener un organe de presse à avoir des relations de connivence avec soit l'armée, soit un groupe terroriste pour avoir facilement accès à l'information. Le président de ce panel a dit tout à l'heure, il y a ce problème d'accès aux sources, à la bonne source d'information. Qui est le pourvoyeur d'information de l'œil du Sahel? Je ne saurais le dire, mais toujours est-il que l'œil du Sahel est assez introduit et a l'avantage d'être installé de manière permanente, je veux dire des correspondants, des personnes qui sont présentes sur les trois régions et qui peuvent avoir facilement accès à l'information, descendre sur le terrain en temps réel lorsque une attaque s'est produite. Et donc, l'économie des médias peut donc aussi amener un organe de presse à avoir, comme je l'ai dit, des relations de connivence qui permettent d'avoir accès à l'information. Alors, j'ai reçu une question d'Adam Mokam par Zoom qui aimerait savoir si l'article portant sur les 6 militaires tués est différent de ce qui est annoncé en une et à l'intérieur en page interne. Où est-ce que se trouve la contradiction? Alors, je voulais relever que la une du journal, comme je l'ai dit, a une vocation d'incitation à la lecture, une vocation d'appel. C'est autant pour la radio ou la télévision, on a la une du journal. Lorsqu'on commence un journal, il y a des titres de une qui annoncent le contenu. Et on met en une ce qui semble important, impactant le journal ou pour la cible du journal. Si l'œil du Sahel met en une du journal à la page de le ventre de une information qui annonce 6 personnes tuées, 6 militaires tués, cela veut dire qu'il y a quand même à l'intérieur, en page interne, une volonté. On devrait retrouver un article minimalement d'environ 1000-1500 pages, je veux dire lignes, c'est-à-dire que assez... qui nous permet d'avoir des informations assez détaillées sur le sujet, ce qui n'est pas le cas. C'est pourquoi je trouve qu'il y a une contradiction dans la hiérarchisation de l'information à partir de la une et du contenu à l'intérieur du journal. Alors, je souhaitais vous entendre très rapidement sur le modèle de la crise ukrainienne. La couverture de la crise ukrainienne, je pense que c'est une question intéressante sur laquelle j'ai mon avis, mais je souhaite vous entendre rapidement avant de donner mon avis et de repasser la parole à la salle. D'accord. Alors, sur la crise ukrainienne, je pense que ça fait également partie de la communication stratégique en temps de guerre. Et habituellement, des journalistes qui n'ont pas la possibilité d'aller tout seul sur le champ de guerre, couvrir la guerre, sont transportés par les armées pour avoir accès à l'information sur le site. Et donc, dans ce cas-là, il est difficile d'avoir un son dissonant. Donc, les journalistes ont la même information, ils sont encadrés par l'armée,
ils vont là où l'armée permet qu'ils aillent, et donc ils ne peuvent que donner une information qui est totalement, je vais dire, la même. Et c'est pour ça que vous avez ce son qui ne peut être dissonant pour ce qui est de la crise en Ukraine. Alors, la question est absolument intéressante parce qu'il y a aujourd'hui un très grand débat qui traverse les rédactions des journaux et de la presse internationale, notamment en France où moi-même je suis installé et je travaille. Vous savez, la junte malienne a décidé de suspendre RFI et France 24. Nous tous, on a crié au scandale parce que on ne devrait pas, en tout cas c'est notre conviction, empêcher un média de s'exprimer même lorsqu'on n'est pas d'accord. L'Europe a décidé, depuis la crise ukrainienne, d'interdire Russia Today et d'interdire Sputnik. C'est une décision de l'Union européenne qui a été prise, dont l'implémentation pose, la mise en œuvre pose des problèmes dans beaucoup de pays. Dans un cas comme dans l'autre, il y a atteinte au pluralisme de l'information. Si aujourd'hui vous regardez la crise ukrainienne, il y a, comme vous l'avez souligné, une sorte d'unanimité. Voilà, on a un seul son de cloche du matin au soir, au point où beaucoup de gens ne regardent pas l'action. Donc, la question du pluralisme de l'information se pose. Et à mon avis, la couverture qui est faite n'est pas le bon moment. Si nous, ça aurait été... de l'aide du Sahel, ce n'est pas de promouvoir Boko Haram, mais d'aider à combattre Boko Haram. Mais dans son compte rendu de fait, dans son traitement, il peut avoir un effet contraire. Voilà. Merci. Très bien, merci. Avant de donner la parole à nos deux panélistes qui sont en ligne, Madame Dorothée a donné l'explication de la formatrice qui forme les journalistes. Moi, je vais vous parler rapidement du praticien. Lorsque il peut y avoir, c'est pas, vous savez, les journalistes peuvent eux-mêmes décider de ne pas publier une information. C'est arrivé. Mais c'est qu'on instruise les journalistes pour ne pas publier. Mais eux-mêmes, du point de vue de leur responsabilité, même en tant que rédacteur en chef à Jeune Afrique, ou en tant que, je peux faire une appréciation sur l'opportunité de donner une information à un moment précis ou de ne pas le donner. Je donne un exemple précis. Dans le contexte d'aujourd'hui, moi, en tant que journaliste africain et sahélien, j'aurais beaucoup de peine à expliquer ce qui se passe dans la zone de 3 frontières, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, un phénomène qui implique un journaliste américain ou un journaliste australien qui n'a pas la même sensibilité sur les questions ethniques peut en avoir le fait que ce soit les peuples de votre origine. Communauté, qu'on dit les peuples. Il y a des choses qui peuvent se faire sur le plan simplement de la sensibilité. Pour dire. Donc, en fonction de ça, il y a des choses qui peuvent être dites ou qui peuvent ne pas être dites. Donc, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je vais donner la parole à nos deux panélistes. Je pense que Mireille, si vous pouvez nous en dire un mot sur la théorie du complot, la thèse du complot ou non, on vous serait très reconnaissant. Et Aboubacar, je vais vous poser cette question pour que vous ayez la parole. Vous savez, pendant longtemps dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina, on s'est battu pour obtenir la dépénalisation des délits de presse. Et c'est-à-dire que plus aucun journaliste ne part en prison pour un délit de presse, il y a des amendes, il y a des choses. Mais, ah oui, on s'est aperçu que par les biais de la loi sur la cybercriminalité, les pouvoirs ont réussi à ramener en réalité les peines de prison pour les journalistes. Est-ce que c'est une technique? Là, le Niger, après un combat qui a été fait, le président vient de décider que même dans la loi sur la cybercriminalité, les journalistes ne pourraient plus aller en prison. Est-ce que les pouvoirs publics, parce qu'au Togo, au Burkina, tout ça n'a pas changé encore, si on ne met pas les journalistes en prison selon la loi sur la presse,
on les met en prison selon la loi sur la cybercriminalité. Est-ce qu'il n'y a pas un artifice que le pouvoir utilise pour museler la presse? Donc, je donne à l'un à l'autre 2 ou 3 minutes pour répondre rapidement et qu'on ait une dernière phase de questions. On va commencer par Mireille, honneur aux femmes. Vous nous entendez? Ah, on ne vous entend pas. Le micro est peut-être coupé. Est-ce que vous nous entendez? Votre micro est peut-être coupé. On ne vous entend pas. Bon, Aboubakar, en attendant qu'on règle le problème technique avec Mireille, est-ce que Aboubakar nous entend? Ah voilà, mute, c'est écrit mute là, donc ça veut dire qu'elle n'est... On ne vous entend pas. Aboubakar et Mireille, est-ce que vous nous entendez? Ce sont les aléas de la technique. En mute. Elle ne vous voit pas. Bon, on va prendre 2 dernières questions, puisque le temps qu'on règle le problème technique. Est-ce que Aboubakar ou Mireille nous entend? Oui, Aboubakar, si vous nous entendez, vous pouvez commencer. Vous dites que moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Allez-y, vous avez la parole le temps qu'on... Bon, une question là-bas, la dernière. Le temps qu'on règle le problème technique. Rapidement, 3 dernières questions rapidement. 1, 2, 3. Donc, on va... Ah, c'est un problème technique. Allez-y, vous avez une voix qui porte, je suis sûr. Allez-y, parlez comme ça. Merci de nous donner la parole. Je suis Dessalle Franklin, étudiant ici à l'IRIC, en intégration régionale. Ouais. Alain Mabankou, un écrivain célèbre congolais, dans son livre sur les 8 leçons de l'Afrique, décrit une sorte de dictat des grands lobbies envers les écrivains d'extérieur ou d'intérieur pour une construction de l'image de l'Afrique, d'une image de cancer chronique. J'avais posé ma question aux hommes d'identification pour savoir qui finance l'insécurité en Afrique. Ces hommes étaient en réserve parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations. Je reviens maintenant à votre source d'information, aux hommes d'information, pour voir si je pourrais étancher ma soif. Qui finance l'insécurité en Afrique? Merci. Merci. Deuxième question rapidement, parce que je vais relever le pari de Marc-Antoine pour revenir dans le temps et du précédent panel. Deuxième question. Merci de m'avoir passé la parole. Moi, c'est M. Tchouabé Tianko Angelbert, du point focal de Robili. Selon les interventions qui ont eu passé tout à l'heure, je vois qu'on néglige beaucoup plus la population, la partie civile, je veux dire. Qu'en dites-vous de la partie civile? Est-ce qu'ils ne sont pas concernés par toutes ces insécurités-là et ces voies de terrorisme? Merci. La dernière question, la toute dernière, c'est au monsieur que je l'ai accordé. À monsieur en bleu, et je vais vous prendre, ne vous en faites pas, puisque... Rapidement. Merci, Monsieur le Président du panel. Je suis Moïse Fernand Djipendi, je viens de l'Université de Yaoundé 1. Ma question est adressée au docteur Dorothée Ndoumbe. De votre propos conclusif, j'ai retenu que l'œil du Sahel a fait de Boko Haram le fondement de son existence. Et donc, je me suis dit, si on faisait un peu de prospective, que deviendrait l'œil du Sahel si jamais les États venaient à bout de Boko Haram? Merci. Merci. Et la toute dernière question, monsieur, et on va aller aux réponses. En 1 minute, tu auras toutes les réponses. Parce que c'est une... Oui, bonjour. Moi, c'est Nassourou, doctorant en sciences politiques, Université de Yaoundé. J'aimerais m'adresser à Madame Ndoumbe sur le traitement médiatique de l'information en période de crise. J'aimerais savoir, ce traitement vise-t-il à conforter les troupes sur le théâtre des opérations hégémoniques, à rassurer les populations ou bien encore à intimider l'ennemi? Merci. Voilà, est-ce que nous sommes au terme de notre présentation? Est-ce que nos 2 panélistes en ligne nous entendent? Est-ce que Mireille, vous m'entendez? Vous n'avez pas...
Votre micro est fermé. On ne vous entend pas. Regardez si votre micro est ouvert et si vous avez toutes les... Aboubakar, est-ce que vous nous entendez? Bon, allez-y, allez-y, Aboubakar, le temps que Mireille agisse rapidement. Le problème, c'est ici, en fait. Ah oui, c'est un problème de réception. C'est ici. On n'arrive pas à... OK. Écoutez, merci. En tout cas, on va revenir ici. Est-ce que vous connaissez le secret de ce qui finance le terrorisme en Afrique? Non, du tout. Non, c'est sûr. Est-ce que c'est entre nous? Est-ce que vous pouvez nous dire? Je suis désolée, mais je n'ai aucune information sur les financements du terrorisme en Afrique. Je suis désolée. Mon cher Franklin. Est-ce que si le gouvernement venait à bout de l'œil du Sahel, non, de Boko Haram, l'œil du Sahel fermerait? Je pense non, parce que je dis bien, l'œil du Sahel a saisi l'opportunité de Boko Haram pour mieux s'installer dans le journalisme, dans l'univers médiatique camerounais. Ça a été un élément important de connaissance, de vulgarisation de cet organe de presse. Mais si vous voyez, il ne parle pas que de Boko Haram. D'accord, je l'ai dit. Il parlerait bien du colonel qui a pris de l'environnement, les ressortissants de ces trois régions du Cameroun. Très bien, un grand merci. Je vais juste terminer par un conseil à notre jeune frère, puisque étudiant, il faut toujours s'en tenir. Si quelqu'un vous dit qu'il y a des gens qui financent le terrorisme en Afrique, il faut lui demander les faits, les preuves qu'il a. Vous savez, je vais vous confier un secret, parce que nous sommes à la fin et c'est un secret professionnel peut-être que je vais vous confier. La réaction qu'on a eue, nous qui avons été démarchés pour être convaincus de cette information, c'était la preuve qu'ils peuvent amener. Quelle est la preuve que vous avez? Quels sont les éléments qui permettent d'accréditer la thèse congolaise? Le terrorisme, ils n'en avaient pas. Et on leur a dit, il faut repartir avec votre information. Quand on vous dit qu'il y a des gens, l'Occident donne de l'argent, on a vu des hélicoptères parachutés, des armes dans le Sahel, on a même montré des Blancs en disant que voilà, ils sont dans Boko Haram, etc. Il faut les éléments tangibles qu'on peut recouper de preuves. En ce moment, on est convaincu. Surtout dans votre cas et dans notre cas, on ne peut pas avoir les mêmes réactions que l'homme de la rue. Parce qu'on l'a dit sur WhatsApp et puis c'est la preuve. Quand vous dites où est-ce que vous avez vu ça sur WhatsApp, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour cette raison, à mon avis, que lorsqu'on avance les théories du complot, un certain nombre de choses, il faut demander les faits. Mesdames et messieurs, merci, un grand merci de votre aimable attention. Un très grand plaisir. Nous pourrions continuer la discussion ailleurs. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Je remercie naturellement mes panélistes pour leur présentation et l'échange très interactif.